Bonjour à tous, donc je travaille également à IFIP, donc au service bâtiment. Et aujourd'hui, je vais vous faire un peu un retour sur un projet que je pilotais qui s'appelait Bâtiport C4E. Alors le projet Bâtiport C4E, donc bâti c'était pour bâtiment, port c'était pour les ports charcutiers. Et l'idée c'était de voir comment on était capable d'imaginer des concepts de bâtiments dans lesquels on était capable de concilier 4 thématiques qui commençaient par eux. Donc on avait le volet environnemental, on avait l'ergonomie au travail, on avait l'exigence des consommateurs et on avait le bien-être animal. Donc c'était un projet qui était piloté par l'IFIP et en collaboration avec la Chambre de Bretagne et Pays de la Loire. Et en fait, dans une première action de ce projet-là, et c'est sur cette partie que je vais axer ma présentation aujourd'hui, on allait visiter en fait 52 élevages et l'idée c'était de se dire qu'on va aller voir des élevages qui ont mis en place des choses un peu innovantes, un peu différentes sur une ou plusieurs des 4 thématiques du projet que je vous ai présentées ici. Donc il s'avère qu'on est aussi bien allé voir des éleveurs caillebotiers intégral, on va dire plutôt traditionnels, ou peut-être plutôt un peu plus progressistes, et on est allé jusqu'à des élevages bio, et en l'occurrence on avait donc 9 élevages bio. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous faire un peu un retour sur finalement des astuces qui ont été vues chez les 9 éleveurs bio, mais aussi chez d'autres éleveurs, et qui un peu avaient vocation à venir finalement un peu faciliter le travail, les conditions de travail que l'on peut avoir, notamment en élevage bio. Donc dans le sujet qui est ressorti principalement, c'était autour de la gestion de la paille. Donc là l'idée c'était de vous présenter un peu les trucs et astuces qui ont été trouvés par certains éleveurs. Donc là vous avez un exemple de grappin qui a été installé sur une poutre métallique qui est positionnée à côté de la charpente et qui permet finalement de venir pailler beaucoup plus facilement des zones intérieures dans un bâtiment pour permettre justement de l'approvisionnement en paille dans de bonnes conditions. Un autre exemple, c'est plutôt pour l'approvisionnement en paille des courettes, c'est un éleveur qui avait mis en place des plateformes. Donc là, on se positionne au niveau d'une courette extérieure, et il avait mis en place des plateformes entre deux courettes, positionnées au milieu de la cloison qui sépare en deux une courette. Des plateformes qui permettaient de déposer un ballot, et ensuite ce ballot pouvait être effeuillé à la main facilement, sans avoir besoin d'aller justement ouvrir des barrières pour aller chercher les ballots de paille protégés dans un hangar à distance du bâtiment d'élevage, etc. etc. Globalement, ces astuces-là ont resté quand même sur une utilisation de la paille relativement manuelle, et on a un certain nombre d'éleveurs qui ont un peu passé le pas et qui ont dit finalement il faudrait réussir à automatiser les approvisionnements en paille. Donc là vous avez un schéma global de l'approvisionnement en paille dans l'élevage, à quoi ça peut ressembler. Finalement il y a 2 grosses parties qui peuvent être mises en avant. La première partie c'est la préparation et l'automatisation du broyage et de la préparation de la paille. Donc à quoi ça ressemble? Finalement ça va correspondre à une espèce de gros caisson dans lequel on va avoir un système de broyage. Et ce caisson-là va être relié, c'est ce que vous avez tout à gauche, là-bas, relié à un système via un système pneumatique qui va permettre de venir aspirer la paille, de la dépoussiérer. Donc il y a des systèmes plus ou moins sophistiqués pour dépoussiérer la paille. Soit on peut travailler sur la force centripète et de ce fait-là isoler la paille d'un côté et les poussières de l'autre. Soit on a des systèmes un peu moins sophistiqués, où on est plutôt sur une pulvérisation d'eau sur la poussière, de telle sorte qu'on la colle à la paille. Alors on la colle avec une efficacité qui peut être relativement, on va dire, variable d'un système à un autre. Ensuite, l'autre partie qui peut être également automatisée, ça peut être le système de convoyage et de distribution. Donc là, vous voyez qu'on a 4 grandes options qui vous sont présentées sur le schéma ici. Et pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça peut ressembler, il va y avoir un certain nombre d'éleveurs qui, comme vous l'avez sur le milieu du schéma, ont finalement très peu automatisé le convoyage et la distribution et vont plutôt récupérer cette paille broyée sur une dalle béton et ensuite la distribuer à la main ou avec un engin. Et ensuite, on peut avoir la photo que vous avez tout à gauche là-bas, des systèmes de canons à paille semi-manuels, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un opérateur pour venir diriger la paille ensuite dans les zones à pailler, où on peut avoir des systèmes où on va avoir des doseurs à paille, comme des doseurs aliments, c'est ce que vous avez dans le milieu, qui vont venir faire tomber des monticules de paille à intervalles réguliers dans les cases, ou vous pouvez avoir carrément des canons à paille, comme vous avez ici, c'est des canons pneumatiques avec un système de balancier qui va venir projeter de la paille à plusieurs endroits sur le bâtiment. Globalement, si on regarde un peu et on fait la synthèse de tout ça, ce qu'on peut dire c'est que cette automatisation elle va permettre de gagner du temps, le temps de paillage. Elle va permettre d'avoir accès à de la paille broyée, et l'intérêt de cette paille broyée c'est qu'elle va avoir une capacité d'absorption qui va être plus importante. Et en fait, pourquoi on a cette capacité, comment on sait
que cette capacité d'absorption est plus importante? C'est parce que les éleveurs avaient tous le même retour, c'est que la quantité de paille consommée était à peu près réduite de 1/3 jusqu'à la moitié, pour finalement un rendu au niveau donc, de la litière qui était similaire. Alors je précise bien, ce que je vous dis là, c'est des retours d'éleveurs et il n'y a pas eu de mesures particulières pour venir mesurer l'absorption de la paille selon le niveau de broyage, etc. etc. Par contre, dans les difficultés qu'on peut observer avec ce genre de système, c'est la nécessité d'avoir une paille donc, de très bonne qualité. Donc à partir du moment où la paille n'est pas de bonne qualité, le broyage et surtout le convoyage va être hyper compliqué et ça va notamment générer également beaucoup plus donc, de poussière. Parce que je vous ai parlé des systèmes de dépoussiérage. Malgré tout, en présence du système en fonctionnement, en présence d'animaux forcément, ou en présence donc, de l'opérateur, il y a quand même un nuage de poussière qui sort du bâtiment, qui est quand même assez important. Un autre point qui est important, c'est le débit de chantier. En fait, ces systèmes-là, c'est des choses qui fonctionnent assez bien. Par contre, par exemple, pour le paillage initial du bâtiment, la plupart du temps, c'était un paillage fait avec des ballots de paille donc classiques. Et quand on avait une litière qui avait vraiment besoin d'une quantité de paille très importante, je vais revenir sur la slide donc juste avant, notamment la photo que vous avez donc au milieu, vous voyez bien que la litière elle est relativement brune, voire même très brune, il y aurait besoin d'apporter une grosse quantité de paille, et en fait les doseurs à paille auraient besoin de tourner de manière quasiment systématique tout au long de la journée, et encore je suis même pas sûr que ça suffirait. Donc quand on a vraiment une litière qui a tourné un peu, on va dire, en termes de compostage, les quantités de paille apportées peuvent être un peu compliquées. Et enfin, le dernier point, c'est en termes d'investissement. Il y a une taille critique d'élevage à dépasser pour investir dans ce genre de système, parce que dans le meilleur des cas, on est autour de 70 000 € l'équipement, et ça peut monter pour le système complet le plus onéreux autour de 150 000, 180 000 €. Donc on imagine assez bien que ça ne se dessine pas forcément à tous les élevages. Un autre point qui était fortement évoqué, toujours autour de la paille, c'était au niveau du curage. Alors le curage, je vais passer un peu plus rapidement parce qu'on est plutôt sur des choses qui sont assez présentes chez pas mal d'éleveurs qui ont des systèmes neufs. J'insiste bien sur des systèmes neufs, parce qu'il y a encore un paquet d'éleveurs qui, dans des systèmes, on va dire rénovés, vont avoir des abreuvoirs qui notamment vont venir les embêter au moment des activités de curage. Donc il y a des solutions qui existent où on peut venir encastrer les abreuvoirs directement dans les murs, où on peut venir poser les abreuvoirs sur des marches, de telle sorte que cette marche va venir nous servir de butoir au moment du raclage, pour pouvoir racler sans aucune difficulté, sans risque de venir arracher les abreuvoirs ou de devoir faire plein de manœuvres avec le télescopique. Donc ça paraît vraiment, entre guillemets, un enfonçage de porte ouverte, mais il y a un paquet de bâtiments, justement, dans lequel on est venu faire du port, alors que la première vie du bâtiment n'était pas forcément du port, et finalement, dans les conditions de travail, le curage était une activité qui était délicate à venir réaliser. Un autre point qui va être important, c'est la gestion de l'ambiance dans l'air paillé. Donc bio, air paillé, zone intérieure et courette extérieure. Si on se fait un focus sur la zone intérieure, traditionnellement les bâtiments bio avaient plutôt tendance à avoir des filets brise-vent. Filets brise-vent qui portent bien leur nom, ils ne servent que à briser le vent et finalement on va rapidement avoir un air qui va rentrer dans le bâtiment et qui va rapidement tomber sur les animaux. Alors en été c'est pas forcément un problème, en hiver déjà beaucoup plus, et ça peut générer des zones de déjection beaucoup plus importantes. Et qui vont, entre guillemets, avancer beaucoup plus rapidement dans le bâtiment que si la veine d'air était correctement gérée. Et pour gérer ces veines d'air correctement, en fait, on va plus être sur des filets brise-vent, mais sur des bâches brise-vent. La grosse différence entre une bâche brise-vent et un filet brise-vent, c'est que la bâche brise-vent, vu qu'elle est étanche, elle peut permettre d'orienter la veine d'air un peu à notre guise. C'est-à-dire que si la veine d'air, en été, vous voulez l'orienter en direction des cochons pour qu'elle remonte ensuite en se réchauffant au fêtage et qu'elle sorte du bâtiment, c'est quelque chose qui va être faisable. En hiver, à contrario, vous allez plutôt chercher à faire rentrer la veine d'air par le dessus du bâtiment, qu'elle se réchauffe au contact des sous-rampants, avant de retomber sur les animaux pour s'évacuer par le fêtage. Et ça, c'est des choses qui sont possibles avec ces bâches brise-vent, qui, dans les systèmes les plus perfectionnés, peuvent être affiliées, on va dire, à une station météo qui va permettre, donc, selon la pluviométrie ou selon le sens des vents, d'éviter qu'il y ait trop de pluie, notamment selon le sens des vents, qui viennent rentrer dans l'air paillé et qui génèrent des consommations de paille plus importantes, qui est une litière qui va se dégrader plus rapidement. Un autre point, si on passe au palier suivant, c'est de se dire finalement notre litière, on sait qu'en été elle va avoir tendance à dégager de la chaleur à cause des process de compostage. En hiver, on sait qu'on peut avoir des excès d'humidité dans cette litière qui peut faire que cette litière elle peut être difficile à gérer. Donc il y a des éleveurs qui ont décidé de sauter le pas et de se dire ils vont installer des systèmes de ventilateurs. Donc là on ne se rend pas compte, mais le ventilateur il est à l'aplomb des cases que je vous présente là-bas.
Et ces ventilateurs-là vont avoir pour but de venir souffler les veines d'air à l'intérieur du bâtiment non paille. Et en fait, ce léchage des veines d'air au contact de la litière va permettre de venir d'une la refroidir donc en été et d'évacuer une partie de l'humidité donc en hiver. Donc finalement, c'est plutôt quelque chose de très très vertueux. Et après, l'air sortira par les défauts d'étanchéité du bâtiment, donc par les bâches brise-vent ou les filets brise-vent que je vous ai présentés donc juste avant. Donc l'intérêt, comme je vous le disais, c'est la gestion des coups de chaleur, c'est le séchage de la litière et surtout c'est la maîtrise des flux d'air. Contrairement à ce que je vous ai présenté ici avec le brise-vent, où finalement on ne maîtrise absolument rien, là on a une maîtrise qui est un peu plus correcte, on va dire, avec les bâches brise-vent, mais on reste sur de la ventilation statique. On s'expose à des vents dominants qui peuvent être un peu capricieux selon les périodes de l'année. Là, quand on passe en ventilation non dynamique, pour le coup, mes veines d'air, je les maîtrise été comme hiver, un peu comme je le souhaite. Par contre, l'inconvénient, c'est les consommations électriques. On n'est pas habitué à ça quand on est en ventilation statique. Et après, c'est la maintenance et le SAV. Là, on ne se rend pas bien compte donc, sur la photo, mais le dispositif que je vous présente là, il est perché au-dessus des cases des animaux, à 4,50 m, 5 m de haut. Donc quand il y a un problème, en termes de maintenance et de SAV, c'est quand même quelque chose qui est plus difficile en termes d'intervention. Ensuite, un point qui est revenu énormément dans les discussions, c'était tous les débats. Ah oui, je ne vous ai pas donné les dates, pardon. Les visites qui ont été faites, elles ont été faites sur les 2 dernières années. Donc tous les débats qui tournaient autour de la découverture des courettes, on était en plein dedans. Et donc dans les 9 élevages qu'on est allé voir, on est allé voir donc, des éleveurs qui avaient des taux de découverture donc, de 50%, ou, donc c'est la photo donc, du haut, ou des éleveurs qui avaient des taux de découverture donc, de 5%. Donc ça correspond à la petite ouverture que vous avez sur la photo donc, du bas. Les questions qui revenaient systématiquement dans les éleveurs qui avaient ce genre de système, c'était finalement comment on collecte les jus donc, sur ces fameuses courettes, qui seront en plus ou moins grande quantité, selon finalement le taux de découverture. Et notamment comment je viens positionner le fameux caniveau donc, de collecte, pour éviter que ce caniveau donc, de collecte ne vienne récupérer donc, les parties solides qui sortent des cloisons, et qui peut faire que votre collecteur de jus ne sera pas du tout opérant comme il faudra. Du coup, derrière, c'est le volume des effluents. Tout ce qui va être collecté en termes de jus sur ces fameuses courettes, il va falloir les stocker donc, quelque part. Ensuite, il y avait finalement les quantités de paille. Lorsque la litière va être mise à disposition des animaux sur cette fameuse donc, courette, finalement, vous imaginez que la fameuse paille que j'évoquais tout à l'heure, qui va brunir un peu plus rapidement, qui va rentrer en process de compostage plus ou moins bien maîtrisé plus rapidement, et on va consommer de ce fait-là donc, plus de paille. Et tous les éléments que je viens de vous dire là, ça va avoir un impact direct sur la propreté donc, des animaux, qui pouvaient être relativement contestables, on va dire, selon les élevages qu'on allait visiter. Donc pour vous parler un peu plus précisément donc, de tout ça, j'aimerais faire un petit pas de côté sur un nouveau bâtiment qui vient d'arriver donc, sur la station expérimentale de l'IFI, donc le CIRI, qui est basé donc, à Romilly. En fait, historiquement, notre CIRI, il était très axé essai donc là c'est pour la partie engraissement, essai sur des bâtiments en caillebotis donc intégral. On avait également donc, 3 petits modules qui nous permettaient donc, de venir faire donc, des essais en litière accumulée et faire des comparatifs. Par le passé, il y a eu un peu de bibliographie donc, à ce sujet. Depuis 1 an et demi, on a un nouveau bâtiment, donc la partie verte que vous avez là, qui, entre guillemets, a toutes les propriétés pour être un bâtiment bio. Il s'avère que les essais qu'on fait à l'heure actuelle ne sont pas en conditions bio, mais il aurait toutes les caractéristiques pour permettre donc, de le faire. Donc vous avez bien une zone intérieure donc, avec une aire paillée, vous avez bien donc, une courette, dont le sol est modulable, donc on pourrait se permettre d'avoir 50% de gisoir et 50% donc, de caillebotis si besoin, et avec une toiture qui est également donc, modulable et qui permettrait donc, de venir faire des taux de découverture on va dire de 5% jusqu'à 100% en fonction des besoins. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur cette courette, sur les essais qui sont en cours à l'heure actuelle, on a une courette qui est intégralement couverte en termes de toiture, mais une courette intégralement couverte, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de rayonnement direct des rayons donc, lumineux, solaires, sur cette fameuse courette-là. Donc quand on est sur un élevage avec une densité, on va dire lambda en caillebotis donc intégral, on a 0,75 m² donc par porc. Quand on est en engraissement donc bio, on a 2,3 m² par porc, donc on a 1,3 m² donc de zone intérieure paillée, où là on peut se dire que le rayonnement solaire intérieur, il y a peu de chances pour que le soleil rentre profondément donc, dans l'air paillé. Par contre, quand on a une courette, qui fait donc 1 m², on pourrait imaginer avec les taux de découverture qu'on a évoqués, qu'on a à peu près 50% de la courette qui soit en zone ensoleillée et 50% de la courette qui soit en zone ombragée. Là, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, autant quand on est à 0,75 m² par porc, on est d'accord que peu importe où se positionne le soleil donc dans la case, les cochons ne vont pas avoir énormément d'options pour venir esquiver donc, les zones lumineuses. Autant quand on est à
2,3 m² par porc, bah, les cochons vont pouvoir avoir le choix de soit rester donc, dans la zone lumineuse, soit au contraire s'en éloigner selon l'inconfort ou le confort que cela peut générer. Du coup, ce que l'on a fait, c'est que le 28 juin donc, dernier, on avait vu à peu près qu'entre 15h et 21h, c'était la période pendant laquelle les rayonnements solaires tombaient donc, sur la courette. Et ce fameux rayonnement solaire, il tournait donc, sur la courette. Et l'idée, c'était de regarder le comportement de couchage donc, des cochons. J'insiste bien sur le comportement de couchage, parce que l'idée, c'était bien de vérifier où était la zone confortable et agréable. Donc, entre guillemets, une zone de circulation, bah oui, le cochon, il peut se retrouver dans une zone ombragée ou dans une zone ensoleillé à un moment donné, sachant qu'en gros de 15h à 21h, on faisait une image toutes les 10 minutes, et l'idée c'était de voir sur tout ce pas de temps-là, comment se comportait donc, le comportement de couchage des cochons. Du coup, je vais me taire et je vais vous laisser apprécier la vidéo, parce que je pense qu'elle parle assez bien d'elle-même. Maintenant, je vous laisse donc l'apprécier de nouveau, et vous regardez donc, le comportement donc, de couchage donc, des cochons par rapport à l'ensoleillement de la courette. Donc ce que l'on voit assez nettement, c'est que la zone de couchage qui était clairement identifiée dans la zone ombragée au moment à 15h, quand le soleil commençait à pointer le bout de son nez sur une partie donc, de la courette, la zone ensoleillée, en fait, venant progresser donc, dans la courette, on a la zone de couchage qui est venue donc, progresser à l'extrême opposé donc, de la zone ensoleillée sur cette période-là. Donc ça, c'est un premier élément, entre guillemets, que je vous soumets donc aujourd'hui, mais on a une étude qui est plus approfondie en lien avec tout ça et qui actuellement est en cours, donc je ne vais pas avoir de résultats finalisés à vous donner. En fait, les questions que ça suscite, ce genre de vidéo, et c'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que c'est pas une vidéo que j'ai pris exprès pour venir illustrer mon propos, j'ai d'autres exemples donc, de ce type-là sur d'autres journées de l'été dernier. L'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement on n'aurait pas des effets saison? C'est-à-dire que, est-ce que les cochons ne vont pas venir fuir les zones ensoleillées quand on est en plein été, et quand on est en plein hiver, au contraire, venir rechercher ces zones ensoleillées, parce que finalement, ça pourrait être une source de bien-être de venir, entre guillemets, récupérer la chaleur des rayonnements solaires sur cette période-là. Un autre élément, c'est que sur la vidéo que je vous ai montrée, les cochons étaient à peu près à une grosse quinzaine de jours avant de partir donc, à l'abattoir. Donc on était sur des cochons qui faisaient pas loin de 105-110 kg. Et on sait très bien qu'à cette période-là, les cochons ont tendance à avoir des besoins de confort thermique qui sont bien moindres que des cochons de 30 kg. Donc est-ce que si on avait fait exactement la même vidéo avec des cochons de 30 kg, est-ce qu'on n'aurait pas eu exactement l'inverse, c'est-à-dire des cochons qui tournent pour rester dans la zone ensoleillée de telle sorte que cette zone-là soit beaucoup plus agréable quand on a 30 kg plutôt que quand on en a 120. Donc ça, comme je vous le disais, c'est des études qui sont en cours. On a des caméras à l'heure actuelle qui sont positionnées au-dessus de ces courettes-là. Donc, alors je ne vous ai pas parlé des couleurs, c'était une autre étude qui est en parallèle où on regardait l'effet sexe avec les mâles en bleu et les femelles donc, en rose. Et en fait, on a regardé un peu le taux d'occupation des courettes. Donc là, je vous présente un schéma où vous avez en gros en abscisse une journée, on va dire, type, donc 0 heure correspond donc à minuit, 5 heures du matin, 10 heures du matin, 15 heures et 20 heures donc, du soir. Et vous allez avoir en gros en ordonnée la journée type d'un cochon. Donc là vous avez les fameux tranches horaires que je vous évoquais. Et en fait tout ce que vous avez en vert, bleu et violet correspond au temps que les cochons passaient dans la zone intérieure, donc dans l'air paillé. Et ensuite vous avez la partie donc on va dire saumonée tout en haut, qui va correspondre au temps passé dans la courette. Et bien l'idée c'est de venir relier les deux donc également, c'est-à-dire que le cochon qui va passer, là sur l'essai qu'on a là, donc ça c'était un essai en bande hivernale pour le coup, le cochon qui va passer à peu près 15% de son temps sur la courette sur une bande d'engraissement, et bien est-ce que les 15% de son temps qui passe sur la courette, est-ce qu'il les passe à 80% de son temps dans la zone ensoleillée ou à 80% de son temps dans la zone ombragée? Donc comme je vous le disais, là on est plutôt sur un teasing de choses qui sont en cours et je serais ravi de revenir en parler l'an prochain dans 2 ans. Je ne sais pas quelle est la récurrence de ces réunions-là, où là pour le coup on aura beaucoup plus donc, de mesures à vous présenter par rapport à ça. Du coup pour terminer là-dessus, je vais terminer avec mon petit instant marketing. En fait ce que je vous ai dit là, c'est en partie retrouvable dans une brochure qui est donc, disponible, j'en ai mis quelques-unes à la disposition donc, à l'entrée. C'est une brochure donc, qui s'appelle Batiport C4E, donc vous allez retrouver un certain nombre d'éléments que je vous ai évoqués donc, dans ma présentation. Mais comme je vous l'ai dit, on n'allait pas uniquement voir des éleveurs bio, donc il y a plein d'autres astuces cas pratiques, etc. qui ont été vues donc, dans des élevages en caillebotis intégral, en litière, etc.
Donc c'est sous la forme de fiches. Des fiches, on en a donc une quarantaine. Ce document, il est gratuitement disponible donc, sur le site internet donc, de l'IFIP et vous pouvez télécharger soit chaque fiche individuellement. Une fiche, c'est un recto verso avec un recto très illustré et des photos. Et vous avez un verso avec une partie, on va dire, apport technique et une partie schéma. Et toutes les fiches sont exactement constituées donc, sur ce format-là. Donc là, vous avez une fiche qui illustre assez bien les questions du jour qui était la gestion des courettes et notamment la gestion des effluents sur les courettes découvertes en système biologique, mais vous avez plein d'autres cas d'études qui sont évoqués donc, dans cette brochure. Et je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, je vous invite à en discuter ensemble.